Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur Celestia Duo. C'est un jeu coopératif pour deux, tout frais, sorti début septembre. Une réinvention en fait du classique Celestia, mais pour jouer en duo. Oui, tout à fait. C'est une proposition assez audacieuse. Alors, pour cette discussion, on s'appuie pas mal sur l'article qu'on a publié récemment. On le précise, pour être transparent, l'éditeur Blam nous a gentiment offert le jeu. Hmm. Mais bon, ça changerait à notre avis, évidemment. On reste objectif. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est de comprendre comment ils ont transformé ce jeu, à la base compétitif, en une espèce de course-poursuite coopérative, assez tendue. Ouais. Il y a une mécanique clé là au milieu qui est très particulière. On va essayer de décortiquer ça. Le pitch, en gros, on est dans un univers steampunk et on doit rattraper des pirates de l'air. C'est vrai que c'est un pari. Un pari intéressant de Bruno Catala. Adapter un jeu connu pour le bluff, l'interaction à plusieurs, en un truc intime pour deux. C'est pas évident. Non. Et la clé, c'est l'adaptation du fameux stop ou encore, mais surtout cette communication hyper limitée entre les joueurs. C'est ça le cœur du truc. Ok, alors parlons-en. Le cœur du jeu, c'est ce choix permanent, c'est ça? À chaque étape, chaque cité volante, Oui, on doit décider, est-ce qu'on continue la poursuite ouais. avec le risque de tomber sur une embuscade, de devoir lancer des dés de danger, Mhm. ou alors, est-ce qu'on fait une escale, plus prudent? C'est ça. L'escale, ça permet de refaire sa main, de piocher des cartes équipement, parfois d'acheter des petits bonus. C'est utile. Mais il y a un hic. Ben oui, le hic, c'est que pendant ce temps, le vaisseau pirate, lui, il trace sa route, il avance. D'accord. Et si on continue la poursuite? Alors là, on révèle une carte embuscade qui indique les dangers. On lance les dés correspondants. Des dés spéciaux, avec des symboles? Oui, des dés de danger. Et là, chaque joueur doit pouvoir contrer un des dés affichés avec une carte équipement de sa main. Le bon symbole, quoi. Et si on ne peut pas, si ça coince pour l'un des deux, Eh ben l'aéronef prend des dégâts. Et si l'énergie d'un des joueurs tombe à zéro, c'est le crash. c'est le crash, partie perdue. C'est vraiment ce stop ou encore classique, on pousse sa chance pour aller plus vite, mais on risque de tout perdre. Sauf qu'ici, c'est en équipe. Ok. Mais alors, revenons à ce qui est peut-être le plus surprenant, cette communication limitée. Ah oui, alors ça, c'est fascinant. On n'a pas le droit de dire précisément ce qu'on a en main. Pas de «j'ai deux cartes pour contrer le vide» ou «il me manque absolument une boussole». Ah ouais, mais on peut dire quoi alors? On peut juste donner des indications très vagues, genre je pense que ça peut passer» ou «là, ça me semble un peu chaud, je suis pas super confiant». C'est très subtil. D'accord. Et ça change quoi concrètement dans le jeu? Oh, ça change énormément de choses. Ça crée une tension psychologique qui est vraiment palpable. Ça oblige à faire preuve d'empathie, à essayer de deviner ce que l'autre a, ce qu'il ressent. Faut lire son partenaire, quoi. Exactement. Et surtout, ça évite un écueil classique des jeux coopératifs, le fameux joueur alpha. Celui qui sait tout et qui dit à tout le monde quoi faire. Ah oui, le leader qui prend toutes les décisions. Voilà. Ici, c'est impossible. La confiance, l'intuition, c'est primordial. Ça rappelle un peu dans l'esprit des jeux comme The Crew ou The Mind, où le silence est d'or. C'est intéressant comme approche, mais est-ce que c'est pas hyper frustrant, justement? Si on se comprend mal, on fait une erreur bête et on perd. Bah si, ça peut l'être. C'est là toute la force et, on peut dire, la faiblesse de cette mécanique. C'est brillant, mais c'est aussi très clivant. Clivant? Oui, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Si les deux joueurs sont pas du tout sur la même longueur d'onde ou s'il y a un gros écart de niveau, l'impossibilité de vraiment se coordonner, de guider l'autre, ça peut créer des frictions. Faut être un peu zen alors. Carrément. Il faut accepter de perdre à cause d'une mauvaise interprétation, d'un non-dit. Ça fait partie de l'expérience. D'accord. Et le jeu, il propose des niveaux de difficulté? Oui, et ça c'est bien fait, il y a une belle courbe de progression. On commence avec un mode rapide où il suffit de rattraper le pirate. Assez simple. Pour apprendre les bases. Voilà. Et ensuite, il y a les modes normal et expert. Et là, une fois qu'on a rattrapé le pirate, il y a un combat final en 3 phases. Ça demande plus de stratégie, plus d'anticipation. Ça assure une bonne rejouabilité. Et côté matériel, visuel. Dans notre article, on avait trouvé ça plutôt réussi. Ah oui, l'immersion est très chouette. Les illustrations de Laura Bévon sont superbes. Ça crée un univers steampunk un peu onirique, très agréable. C'est vrai que c'est joui. Et le petit plus, qui est vraiment sympa, c'est les 2 petits aéronefs en carton 3D à monter soi-même. Un pour nous, les joueurs, et un pour les pirates. Ça matérialise bien la course-poursuite sur la piste. C'est une belle édition de Blam, y a pas à dire. Ok. Donc, si on essaie de résumer un peu, les points forts, ce serait quoi?
Cette coopération basée sur le silence, l'intuition, Oui, la tension qui monte bien gérée l'immersion visuelle aussi. et la courbe de progression. Mais on a aussi noté un point faible assez net dans notre analyse. Le hasard. Bah oui, faut être honnête. Entre les lancers de dés pour savoir quel danger on affronte et la pioche des cartes équipement, on dépend quand même pas mal de la chance. Un peu frustrant parfois. Oui, ça peut l'être. Une série de mauvais tirages, de mauvais lancers de dés, et même si on communique bien, ça peut plomber la partie. C'est le jeu, mais faut le savoir. Donc, si on devait dire à qui s'adresse ce jeu, pour qui c'est fait Celestia Duo? Je dirais idéal pour les duos qui cherchent une expérience coopérative vraiment originale, un peu tendue, qui aiment cette tension basée sur la confiance, la lecture de l'autre. Et à l'inverse, à éviter si. À éviter si on déteste le hasard, si on a besoin de tout pouvoir planifier, tout dire à voix haute pour coopérer, si cette communication limitée risque de générer plus de frustration que de plaisir. D'accord. En gros, Celestia Duo réussit quand même son pari. C'est une réinvention intéressante d'un classique, pour deux. C'est une expérience tendue, nerveuse, très bien éditée. Et elle repose vraiment sur cette communication minimale qui est assez unique. C'est frais. Même si le hasard peut être un peu cruel parfois. Voilà, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça finalement? C'est une belle preuve que parfois, contraindre la communication, ça peut devenir un vrai moteur de jeu. Oui, ça peut créer une complicité, une connexion un peu différente entre les joueurs. Très spécial. C'est intéressant. Et ça laisse peut-être avec une petite question pour la route. Au-delà du jeu lui-même, est-ce que cette mécanique ne nous interroge pas un peu sur notre propre communication au quotidien? Hmm. Sur ce qu'on choisit de dire ou de ne pas dire, même quand on a le droit de tout dire, voilà. De quoi réfléchir un peu.